Prenons maintenant l'exemple de segmentation clientèle avec Python. C'est une illustration de modèle de Bayesian avec Python. Alors, on commence par la préparation des données. On a le code suivant. Pour commencer, nous importons les bibliothèques nécessaires, Pandas, NumPy, Matplotlib, etc. Puis, nous affichons les versions des bibliothèques pour nous assurer que tout est à jour à travers Pandas version, NumPy version et Seaborn version. Ensuite, nous chargeons les données des clients depuis des fichiers CSV à travers la méthode .read_csv. Nous affichons le nombre de lignes et de colonnes de notre jeu de données. Ensuite, nous affichons un échantillon des données et des statistiques descriptives pour comprendre mieux notre dataset. La méthode SampleDis affiche les 10 lignes aléatoires du dataset pour avoir aperçu des données. La méthode .describe aussi génère des statistiques descriptives comme la moyenne, les quartiles, les valeurs minimum et maximum pour chaque colonne numérique. Nous vérifions également les valeurs manquantes à travers isNull. On fait la somme des valeurs manquantes pour compter le nombre d'elles. La méthode .null.sum, comme j'ai dit tout à l'heure, compte le nombre de valeurs manquantes dans chaque colonne. Maintenant, nous séparons les âges des clients masculins et féminins. Ces deux premières lignes de code créent deux sous-ensembles, c'est l'âge des hommes et l'âge des femmes. Puis, nous définissons les intervalles d'âge et créons des graphiques et nous créons des histogrammes pour visualiser la distribution des âges des clients par genre, comme montre la figure ci-dessous. Puis, en fait, HBeam définit les intervalles d'âge pour les histogrammes. PLT.subplot crée de graphes côte à côte. SNS.histplot crée les histogrammes pour les hommes et les femmes. Puis nous ajoutons les informations sur le nombre total et l'âge moyen des clients sur les graphiques. La méthode .text AX1.text ajoute du texte au graphique avec des informations sur le nombre total et la moyenne d'âge des hommes et des femmes. Puis, pour mieux comprendre la répartition des genres, nous créons un graphique circulaire. On le voit ici. La fonction labeler formate les étiquettes de graphique circulaire. AX.py crée la graphique circulaire avec des proportions de clients masculins et féminins. Nous passons maintenant à l'analyse du score de dépendance. Voilà. Nous utilisons histplot pour créer des histogrammes des scores de dépendance des hommes et des femmes, boxplot pour comparer les scores par genre, et XS2Sim réalise un test statistique pour comparer les distributions scores de dépendance des hommes et des femmes. Les tout, nous visualisons le revenu annuel médian par genre d'âge et par genre. Nous utilisons la fonction groupBy pour regrouper les données par genre et groupe d'âge, puis calculer le revenu médian. La fonction SNS.barplot crée un graphique en barre pour visualiser ces revenus médians. Et voilà les médianes par âge et par genre aussi. Enfin, nous calculons la corrélation de Pearson par âge, entre âge et le score de dépendance, et nous visualisons ces relations. En fait, le calcul de la corrélation de Pearson entre l'âge et le score de dépendance se fait grâce à la fonction Pearson.sns.join_pilot pour créer un graphique combiné pour visualiser cette relation. Et voilà, c'est une analyse complète des données des clients d'un centre commercial, le mall, en utilisant des graphiques et des statistiques pour comprendre les différences entre les genres. On peut voir aussi les relations suivantes. C'est aussi la corrélation de Pearson. Et on passe maintenant à la segmentation clientèle avec l'algorithme de Bayesian. Et voilà le code des fonctions et méthodes utilisées dans le code pour analyser les données des clients.
Comme nous avons dit à travers l'algorithme des Bayesian. Tout d'abord, nous commençons par importer les bibliothèques nécessaires pour notre analyse. C'est scikit-learn.cluster import des Bayesian, la plus importante. Puis, nous définissons les paramètres epsilon et minimum points que nous allons tester pour l'algorithme des Bayesian. EPS-value, np.range. Ce sont les valeurs de epsilon à tester. Les autres sont les valeurs de minimum points à tester. Juste un petit rappel, comme nous avons dit pendant la présentation, epsilon est la distance maximale entre deux échantillons pour qu'ils soient considérés comme voisins, et minimum points est le nombre minimum de points pour qu'un point soit considéré comme un point central. Puis, nous utilisons product pour créer toutes les combinaisons possibles de epsilon et minimum points. DBScan compare list product, epsilon value et minimum points. Nous initialisons de liste pour ce qu'est le nombre de clusters et les scores de silhouettes pour chaque combinaison de paramètres. C'est le nom of cluster ici le score. Ensuite, nous bouclons sur chaque combinaison de paramètres pour ajuster le modèle DBScan, calculer le nombre de clusters et le score de silhouette. À travers DBScan, epsilon égale à pi de 0, minimum point, minimum sample égale à pi de 1, et ensuite x numérique. Le code montre l'utilisation des fonctions suivantes. DBScan clustering égale à DBScan en paramètre eps égale à pi de 0 et minimum samples égale à pi de 1, pour ensuite x numérique. C'est pour ajuster le modèle DBScan aux données. X numérique avec les paramètres epsilon et min samples. Ajuste le modèle DBScan aux données X numérique avec les paramètres epsilon et min samples, c'est-à-dire le minimum points. Aussi, l'NP.unique DBS clustering labels compte le nombre de clusters formés. Silhouette score X numérique DBScan clustering.labels calcule le score de silhouette. C'est une mesure de la qualité du clustering. Puis, pour la visualisation du nombre de clusters, nous créons un data frame temporaire pour stocker les résultats, utilisant pivot table pour stocker les données en tableau croisé dynamique. Nous visualisons ce tableau croisé. Il prend comme values le nombre de clusters, comme index le minimum points et en colonne l'epsilon. Nous visualisons ce tableau croisé dynamique avec un heatmap. On commence par la création de la figure et des axes. Fig,axe égale à PLT subpilot. Cette commande crée une figure fig et un ensemble des axes AX, sachant qu'un axe est une partie de la figure où les données seront dessinées. Fig size 12 et 6, cet argument définit la taille de la figure en pouces. La largeur sera de 12 pouces et la hauteur de 6 pouces. Puis la création de heatmap avec Seaboard. SNS.heatmap. Cette fonction de Seaboard crée un heatmap. Pivot 1, il s'agit de data frame contenant les données que nous souhaitons visualiser sous forme de heatmap. Annote égale à true, cet argument ajoute les valeurs des cellules sur la heatmap. Annote keyword égale à size qui prend le valeur de size. C'est un dictionnaire qui permet de personnaliser les annotations. Ici, il spécifie que la taille de la police des annotations sera de 16. CMAP égale à YLGNBE. Cet argument définit la palette de couleurs de la heatmap. YLGNBE est un dégradé de couleurs allant de jaune au bleu-vert. AX égale à X. Cet argument spécifie sur quel axe dessiner le heatmap. Ici, il utilise les axes créés précédemment à X. On passe maintenant à la définition du titre des axes. AX.set title number of clusters. AX.set title, cette méthode fixe le titre des axes. Number of clusters, c'est le titre qui sera affiché au-dessus de la heatmap. Pour l'affichage, nous avons utilisé plt.show. De même manière,
Pour la visualisation du silhouette maintenant, de même manière ou de manière similaire, nous ajoutons les scores de silhouette de DataFrame et créons un tableau croisé dynamique TMP Seal Score égale à Seal Score. Pivot2, c'est la deuxième DataFrame, puis nous visualisons ce tableau avec un autre IMAP. On fait l'affichage aussi par PLT.show. On passe maintenant à la sélection des meilleurs paramètres et visualisation des résultats. Donc, après avoir analysé les maps, nous choisissons les paramètres epsilon et minimum points qui produisent les meilleurs résultats et ajustons à nouveau le modèle des Pascal. Donc, epsilon sera 12,5 et minimum points égale à 4 et on oxyde par x numérique. Puis, on crée une copie de Debian Clustered. Maintenant, nous visualisons les données en utilisant des scatter-plots pour examiner la distribution des classes en fonction du revenu annuel, de l'âge et du score de dépenses. Fig2,x égale à PLT sub plus. SNS.scatter-plot prend en paramètres x, y, data, hue, AX, palette, legend et enfin x et y. En fait, x et y définissent les axes du graphique. X sera notre axe d'abscisse, sera l'annual income. X des y sera le spending score. Data indique les données à utiliser filtrées pour exclure les outiliers. Elle prend la copie que nous avons créée précédemment des Debian Clustered. Hue colore les points en fonction des clusters. AX spécifie l'axe du subplot où le graphique sera dessiné. Palette définit les couleurs utilisées pour les clusters. Legend ajoute une légende complète et enfin le ACE ajuste la taille des points. Ensuite, nous identifions et visualisons les outils de la même manière. Les outils, ce sont les points de purview ou le noise point. C'est à travers la méthode scatter-plot. On va voir les deux graphiques ci-dessous qui montrent comment les clients sont groupés en différents clusters basés sur leurs caractéristiques et comment les outils qui sont les points considérés comme de bruit par des Debian sont identifiés. Donc pour conclure, nous avons utilisé l'algorithme des Debian pour segmenter les clients d'un centre commercial en groupe. Nous avons exploré les différentes combinaisons de paramètres epsilon et minimum points, c'est le min samples, évaluer la qualité du clustering avec le score de silhouette et visualiser les résultats pour mieux comprendre la structure de données. Donc, merci d'avoir suivi ce code. Vous le trouverez ce joint dans la description de vidéo codée sur Colab. Donc, nous avons arrivé à clôturer notre présentation. En conclusion, l'algorithme des Debian s'avère être un outil puissant et polyvalent pour l'analyse de données, permettant de détecter des groupes de points denses dans des ensembles de données complexes. Ses avantages, notamment sa capacité à gérer les formes de classes arbitraires et à identifier les points aberrants, en font de lui un choix judicieux pour de nombreuses applications. Cependant, Debian n'est pas exempt de défis, comme la difficulté à traiter les données de densité variable ou à déterminer les paramètres optimaux. De futures recherches visant à améliorer ces aspects et à étendre les capacités de l'algorithme seront certainement bénéfiques pour les utilisateurs. Et enfin, merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions ou des codes que vous avez réalisés, merci de les poser dans les commentaires. Et merci.